on va en fait l'observer à travers l'activité cérébrale. Donc pour ça, on a besoin de techniques de neuroimagerie. Par exemple, l'électroencéphalogramme, on vient poser des petites électrodes sur ta tête et on va venir voir, ok, qu'en est-il de l'activité cérébrale ? À quel point, si on peut le dire comme ça, le cerveau est vraiment très très actif. Dans le sommeil léger, on va observer que le cerveau va être encore assez actif. Dans le sommeil lent, on observe des ondes cérébrales qui vont être très lentes. Dans le sommeil paradoxal, on observe des ondes cérébrales qui sont très rapides, proches de celles de l'éveil, parce que c'est le moment justement où on rêve, notre cerveau va être très actif. Donc on va observer ces différents stades en fonction des différentes ondes. Bienvenue dans le podcast SIMP Biologie, Santé, Nutrition. Le podcast où nous discutons avec des experts de ce que notre corps et notre biologie nous disent à propos de notre santé et nos besoins en nutrition. Je suis Nicolas Ballon-Perrin, le fondateur de SIMP, et je serai votre hôte tout au long de ce podcast. Chez SIMP, nous vous permettons de réaliser des analyses biologiques ciblées selon vos inconforts pour comprendre leurs causes et les soulager avec une nutrition personnalisée adaptée à vos besoins. Le sommeil. Pour certains, c'est un synonyme de plaisir. Pour d'autres, ça peut être une source d'angoisse. En effet, nous ne tombons pas tous dans les bras de Morphée avec la même facilité. Pourtant, depuis que nous sommes tout petits, on nous dit à quel point le sommeil est important. C'est important pour être en forme, pour pouvoir bien apprendre à l'école, pour pouvoir bien grandir. Mais les recherches sur l'impact d'une bonne nuit de sommeil sur notre capacité à bien apprendre à l'école sont en effet assez récentes. Et aujourd'hui, nous accueillons Anna Pfeiffer, neuropsychologue, professeure de sciences et psychologie, pour nous parler de ses recherches sur le lien entre les fonctions cognitives et le repos chez les enfants et les adultes. Nous en profiterons évidemment pour lui demander des conseils pour optimiser notre nuit de sommeil et notre mémoire. Bonjour Anna Pfeiffer. Bonjour. Je suis très contente de t'avoir sur ce podcast. En plus d'être mon épouse, tu fais également partie de notre comité scientifique. Et je tenais absolument à t'avoir dans une des premiers épisodes de ce podcast. Peut-être commencer par expliquer simplement c'est quoi le sommeil. Est-ce que tu sais nous expliquer ce que c'est ? Alors, le sommeil, si on va venir vraiment prendre la définition dans un Larousse, finalement, c'est le moment où l'état de conscience est minimal entre deux périodes d'éveil. En fait, c'est ça le sommeil. Et pendant longtemps, on a considéré le sommeil comme étant uniquement un peu comme un ordinateur qu'on met en veille. C'était juste un état de mise en veille du corps. Et donc, on a essayé de réduire au maximum le sommeil pour augmenter la capacité de production. Pour travailler un maximum, on essaie de dormir un minimum. Ce qui a évidemment causé beaucoup de problèmes parce qu'en fait, non. Le sommeil, ce n'est pas du tout une simple mise en veille, c'est vraiment un état actif, c'est quelque chose qui est vital. Et on s'en est rendu compte au début du XXe siècle. En fait, on s'en est rendu compte grâce aux chiens, d'ailleurs. Oui, d'ailleurs, pour ceux qui ne voient pas, voilà. qui écoutent, qui n'ont pas la vidéo, on a Edgar le chien qui est là pour une démo. Voilà, c'est ça, pour le sommeil. Qui est justement en train d'essayer de trouver le sommeil, là, on dirait. Qui semble bien endormi. Voilà, si on entend des petits bruits à l'arrière, ce n'est pas moi qui ronfle, c'est Edgar. En fait, les premiers scientifiques au début du XXe siècle ont remarqué pendant le sommeil que les chiens, parfois en dormant, bougeaient certaines pattes. Et donc, on a commencé à se poser des questions de, mais finalement, le sommeil, est-ce que c'est une simple mise en veille ? Est-ce que c'est vraiment quelque chose où il ne se passe rien ? Alors ensuite, d'autres chercheurs ont observé les yeux pendant le sommeil et ont remarqué, en dessous des paupières, à certains moments du sommeil, les yeux qui bougent. Et pas pendant tout le sommeil, à certains moments. Et donc là, on a commencé à se rendre compte qu'en fait, le sommeil, c'est quelque chose d'actif. Il semble se passer des choses dans le cerveau. Et en plus, pas les mêmes choses au même moment. Dans le sens où il y a des moments où les yeux bougent, il y a d'autres moments où les yeux ne bougent pas. Et c'est avec ces premières observations qu'on s'est intéressé de plus en plus au sommeil. Et donc aujourd'hui, c'est vraiment un sujet d'intérêt. Et on se rend compte, aujourd'hui, c'est officiel dans la littérature scientifique. Le sommeil, c'est vital. Mais en plus d'être vital, le sommeil, c'est actif. C'est un état où le cerveau va être excessivement actif. Mais il ne va pas être actif de la même manière pendant toute une nuit. Non. On passe par des phases, c'est ça, le sommeil. Tout à fait. Parce qu'en fait, on va passer par différents stades. C'est en lien avec les observations de ces premiers scientifiques, comme je t'expliquais, avec les yeux qui bougent. Donc, les yeux ne bougent qu'une partie du sommeil, parce qu'il y a différents stades. En fait, on dit qu'une nuit de sommeil saine dure environ entre 8 et 9 heures, plus ou moins,
peut-être plutôt entre 7 et 9 heures. En fait, au sein d'une même nuit, on va avoir différents cycles. Un cycle, c'est environ 90 minutes. Dans chaque cycle, on va être de plus en plus spécifique, on va retrouver différents stades de sommeil. Actuellement, dans la littérature scientifique, on parle de 4 stades. Il y a le premier stade qui est vraiment le stade d'endormissement. C'est du sommeil qui est très léger, c'est le tout début du sommeil, c'est le tout début du cycle. On rentre dans un deuxième stade, on est toujours dans un sommeil léger, mais quand même un petit peu plus lent. On arrive ensuite dans le troisième stade, là c'est vraiment le sommeil profond, le sommeil, on parle d'un sommeil lent. C'est le sommeil, si je te réveille pendant le sommeil profond, tu sais pas comment tu t'appelles, tu sais pas où es-tu, qui tu es vraiment profondément endormi. Et ça, c'est du coup un cycle. Attends, il y a un quatrième stade de sommeil qui termine ce cycle, qui est le sommeil paradoxal, qu'on appelle aussi le sommeil des rêves, qui est en fait la seule partie du cycle pendant laquelle on rêve. Et ce sont des cycles comme ça qui se répètent. Une fois qu'on termine le sommeil paradoxal, on retourne en sommeil léger, et puis en sommeil un peu moins léger, puis en sommeil profond, et puis en sommeil paradoxal. Et ces cycles se suivent pour accomplir à la fin, après 4-6 cycles environ, on a fait toute une nuit de sommeil. Mais donc du coup, pendant une nuit, on passe plusieurs fois par ces 4 phases dans un cycle de 90 minutes. Donc on va passer on va rentrer dans les détails de ce que ça veut dire, mais on va passer pendant plusieurs fois dans un sommeil léger, dans un sommeil profond, dans un sommeil paradoxal. Et est-ce qu'il y a certains cycles où on a ces phases de manière plus intense que durant d'autres cycles, ou est-ce que c'est vraiment chaque cycle est identique pendant toute une nuit? Est-ce que tous les cycles sont identiques? Alors, dans chaque cycle, on va retrouver ces 4 stades, mais à durée différente. Donc, dans le début de la nuit, on va plutôt passer plus de temps en sommeil vraiment profond. C'est d'ailleurs la raison, mais on y reviendra aussi, mais c'est la raison pour laquelle les écrans sont très déconseillés, s'endormir devant un écran, parce que ça empêche de rentrer dans un sommeil profond qui est vraiment très important. La fin de nuit va plutôt être dédiée au sommeil paradoxal. Et donc, on va passer plus de temps en sommeil paradoxal en fin de nuit, plus de temps en sommeil profond en début de nuit. Comment est-ce qu'on l'explique, ce sommeil léger, peut-être d'un point de vue neurologique? Qu'est-ce qu'on observe pendant comment est-ce qu'on sait qu'une personne est en sommeil? Si j'ai quelqu'un devant moi, déjà, est-ce que je sais le voir à l'œil nu? Est-ce qu'il me faut une machine? Si j'ai une machine, laquelle? Et comment est-ce que je peux détecter qu'en fait, on est dans cette phase? Alors, a priori, tu ne le verras pas à l'œil nu. Donc, c'est pas quelque chose que l'on peut vraiment... Il y a des comportements plus ou moins observables, mais c'est pas quelque chose que l'on va vraiment observer à l'œil nu. On va en fait l'observer à travers l'activité cérébrale. Donc, pour ça, on a besoin de techniques de neuroimagerie. Par exemple, l'électroencéphalogramme. On vient poser des petites électrodes sur ta tête et on va venir voir, ok, qu'en est-il de l'activité cérébrale? À quel point, si on peut le dire comme ça, le cerveau est vraiment très très actif. Dans le sommeil léger, on va observer que le cerveau va être encore assez actif. Dans le sommeil lent, on observe des ondes cérébrales qui vont être très lentes. Dans le sommeil paradoxal, on observe des ondes cérébrales qui sont très rapides, proches de celles de l'éveil, parce que c'est le moment justement où on rêve, notre cerveau va être très actif. Donc on va observer ces différents stades en fonction des différentes ondes. Et d'ailleurs, les stades de sommeil, on va aussi pouvoir légèrement les différencier par un électrocardiogramme. Ici, c'est plutôt un électroencéphalogramme. Encéphalogramme, c'est l'encéphale, c'est le lien plutôt avec le cerveau. Donc là, on vient poser les électrodes sur la tête. C'est l'électroencéphalogramme. Mais là, si tu n'as pas la personne devant toi, si tu vois juste l'électroencéphalogramme, est-ce que tu sais dire si cette personne dort ou si elle est réveillée? Oui, parce que tu vas pouvoir le définir grâce à l'activité cérébrale et grâce justement à la manière dont sont illustrées ces ondes cérébrales dont je te parlais, qui illustrent en fait l'activité cérébrale. Et donc dans le sommeil profond, on va vraiment observer, dans l'électroencéphalogramme, on observe des espèces de longues ondes très lentes. Dans le sommeil paradoxal, c'est très rapide. Donc on observe vraiment des ondes différentes. Mais par rapport à quelqu'un d'éveillé? Oui, alors ça c'est d'ailleurs l'enfer de tous les étudiants en doctorants qui apprennent à coder le sommeil. En fait, le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil des rêves, la manière dont il se manifeste en termes d'ondes cérébrales, c'est très proche de l'éveil. C'est parfois compliqué d'arriver à distinguer l'un de l'autre.
Surtout que très souvent, pendant les nuits, on a des micro-éveils. Souvent, pour passer d'un stade à l'autre, on va rentrer dans un micro-éveil, on repasse dans un nouveau cycle. Et donc, c'est très compliqué quand on est étudiant et qu'on vient coder le sommeil de savoir, ok, là, mon patient, est-ce qu'il est en sommeil paradoxal ou est-ce qu'il est en éveil, parce que c'est en effet très, très proche. Ok. Donc, pour reprendre ta nuit, imaginons tu vas te coucher. Tu passes d'abord par cette phase d'endormissement, phase 1 de ton premier cycle, où on va observer une activité aussi, dans ce cas-là, similaire à l'éveil, au niveau cérébral, au niveau des ondes de l'activité cérébrale. Alors, c'est peut-être pas vraiment similaire. La phase d'endormissement n'est peut-être pas vraiment similaire à l'éveil. C'est pas tellement une phase d'endormissement. Le premier stade, on est vraiment déjà dans du sommeil. C'est le sommeil léger. Ah d'accord. Oui, donc, dans le sommeil léger, on va quand même observer certaines spécificités des ondes cérébrales que l'on retrouve que dans le sommeil, que l'on ne retrouvera pas dans des états de veille. Puis dans le sommeil profond, qui est lent, là on observe vraiment des ondes cérébrales très lentes. Et dans le sommeil paradoxal, là tu vas observer par contre des ondes qui sont similaires entre guillemets, qui sont très proches de celles de l'éveil. C'est ça. Donc on va passer par cette première phase de sommeil léger. Ensuite, tu arrives dans une phase de sommeil profond avec des ondes plus lentes. Et puis, le signal des ondes devient de plus en plus actif, similaire à une phase d'éveil, qui est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal, qui est également le sommeil des rêves. Et alors là, on a 3 phases. Non, c'est 4 phases, parce que le sommeil léger, finalement, on le distingue en 2 phases. Il est de plus en plus lent pour rentrer dans le sommeil lent profond. Et ensuite, là, se termine un cycle. Oui. Et à ce moment-là, tu disais qu'on se réveille. Il semblerait que pour passer d'un cycle à l'autre, on peut avoir des périodes de micro-éveil. Mais nous, on ne s'en souvient pas le lendemain matin. Non. Okay. Et est-ce qu'il y a un moment, donc on comprend un petit peu mieux à quoi ressemble un cycle. On en fait plusieurs, donc des cycles de 90 minutes, on en fait plusieurs pour faire une nuit. On parle souvent de la paralysie du sommeil. Qu'est-ce que c'est ? Est-ce qu'on est paralysé à un moment quand on dort ? Est-ce qu'on est capable de bouger de manière différente ? Il y a des gens qui bougent dans leur sommeil. Est-ce qu'ils peuvent bouger à n'importe quel moment ? Est-ce que c'est des troubles du sommeil spécifiques au fait de pouvoir bouger ? Ou est-ce qu'on est de manière générale paralysé qu'à certaines périodes, ce qui explique on arrive à bouger dans d'autres périodes et que pour d'autres personnes, ils ont un trouble à ce niveau-là. À quoi est-ce que ça ressemble cette paralysie du sommeil ? Alors, la paralysie du sommeil, c'est un trouble qu'on va pouvoir évoquer. Il ne faut pas confondre la paralysie du sommeil avec l'absence de tonus et le fait d'être paralysé pendant certains stades de sommeil, ce qui est tout à fait normal et tout à fait sain. En fait, pendant le sommeil, toutes les personnes qui écoutent ce podcast ont souvent déjà expérimenté, on bouge. Ça arrive souvent, on s'endort tranquillement, on a la tête sur le coussin, on se réveille le lendemain matin, on a les pieds sur le coussin, la tête de l'autre côté du lit, les cheveux dans tous les sens parce qu'on a bougé pendant toute la nuit. Alors, du moins, c'est le sentiment qu'on en a. Il semblerait que l'on bouge pendant les phases de sommeil long. On sera paralysé, a priori, pendant le sommeil paradoxal, c'est-à-dire le sommeil des rêves. Pourquoi ? Parce que si tu rêves que tu fais du vélo, tu n'as pas intérêt à faire du vélo dans ton lit. Si tu rêves que tu fais de la boxe, tu n'as pas intérêt à faire de la boxe dans ton lit. En effet, c'est un moment où ton tonus musculaire doit être absent pour pouvoir te permettre d'être dans tes rêves. La paralysie du sommeil, c'est un trouble qui fait partie des parasomnies, qui peut arriver à n'importe lequel d'entre nous. C'est pas synonyme d'une vraie pathologie, mais en tout cas, c'est un trouble. C'est un moment pendant lequel tu es conscient, mais paralysé, avec des hallucinations qui sont très souvent excessivement désagréables. En fait, ça s'explique par le moment d'éveil ou le moment d'endormissement. Le sommeil paradoxal interfère. Et donc, ton cerveau t'envoie des faux signaux. D'une part, comme si tu étais en sommeil paradoxal, donc tu es un tonus musculaire qui est totalement absent, tu dois être paralysé parce que ton cerveau pense qu'on va être en sommeil paradoxal. Et en même temps, tu es tout à fait conscient, tu n'es plus endormi. Étant donné que se produit une grosse angoisse, un état de conscience qui arrive alors qu'on est paralysé, on va très souvent avoir des hallucinations
très angoissantes qui les accompagnent. Et donc, on peut tous avoir un jour une paralysie du sommeil, c'est pas pour autant que ça va se reproduire. Mais là, on est vraiment plutôt dans une espèce de trouble. Mais c'est pas un trouble qu'on a à un moment dans notre vie et qu'on garde toute notre vie. C'est quelque chose qui peut apparaître une fois de temps en temps. Oui. En fait, on a un peu du mal à comprendre les facteurs déclenchants. Mais il semblerait que ça arrive surtout chez des personnes avec des grandes anxiétés, du surmenage, aussi dans des cas de beaucoup de consommation de drogue. Pardon. Aussi le chien avait une mouche. Voilà. Aussi dans des cas de grande consommation de drogue. Voilà, ce sont tous des facteurs qui pourraient venir déclencher des paralysies du sommeil. Mais pour le moment, on ne l'explique pas encore très bien. En parlant justement de cette phase de sommeil paradoxal où l'on rêve et où du coup on est paralysé pour éviter de faire de la boxe dans son lit, quelles sont les fonctions des rêves? C'est un sujet très vaste qui mériterait qu'on en fasse un podcast entier, on fera peut-être un épisode là-dessus. On va pas trop s'écarter, mais juste voilà, un peu brièvement, qu'est-ce qu'on sait sur les rêves et à quoi ça sert les rêves? Donc les rêves, on ne connaît pas vraiment la fonction des rêves. Ça a été étudié sous plein de domaines différents. En psychologie, Freud avec la psychanalyse, il estime que c'est l'illustration de ton subconscient à travers les rêves. Beaucoup de personnes essayent de décrire les rêves, de comprendre finalement quel est le sens de nos rêves. Alors de manière générale, la littérature scientifique montre actuellement que les rêves seraient importants pour la créativité. Tu connais peut-être le fameux adage « la nuit porte conseil ». On se répète souvent, hein. Eh bien, en fait, il semblerait que d'un point de vue scientifique, c'est assez vrai. Les rêves permettent de trouver plus facilement des solutions. En fait, ils apportent une forme de créativité. Il semblerait qu'après avoir rêvé, on trouverait plus facilement des solutions. On sait que le sommeil paradoxal et les rêves joueraient aussi un rôle dans la consolidation de la mémoire. Ça jouerait aussi un rôle pour les défenses immunitaires. Mais après, précisément, le rôle des rêves, aujourd'hui, n'est pas possible d'affirmer vraiment, sincèrement, le rôle bien spécifique des rêves. Mais on se rend compte que c'est corrélé avec plein de fonctions super importantes. C'est un lien du coup avec ce que tu disais, les narcoleptiques, généralement avec une plus grande créativité. Alors, c'était l'hypothèse qu'on avait formulée à Paris, et je ne sais pas si ça a été vraiment validé depuis, mais dans le cas des narcoleptiques, en fait, ils ont des stades de sommeil qui sont inversés, et il semblerait qu'ils passent plus de temps dans le sommeil des rêves. Et donc, il y avait cette hypothèse étant donné que les narcoleptiques passeraient plus de temps en sommeil des rêves, est-ce qu'ils ont une plus grande créativité? Nos résultats étaient dans ce sens, mais voilà, c'était le début, les prémices de ce genre d'études. Il va encore falloir les confirmer ou les infirmer dans le futur, on verra bien. On parle souvent de l'intérêt d'être constant dans son rythme de sommeil. J'imagine que ça a un lien avec ces fameuses phases. Est-ce que toi, tu privilégies d'avoir 8 heures de sommeil ou des heures de réveil et de coucher régulières? Donc, imaginons, je vais dormir 2 heures plus tard que d'habitude. Est-ce qu'il faut privilégier de se lever quand même à la même heure que d'habitude, même si je ne dors que 6 heures au lieu de 8? Ou est-ce qu'il vaut mieux se lever à la même heure pour respecter ton horaire, ton rythme? Je serais incapable de répondre fermement à cette question. En fait, idéalement, il faut les deux. Et avoir des horaires réguliers et essayer d'avoir... Alors, peut-être pas d'office 8 heures de sommeil, parce que nous n'avons pas tous les mêmes besoins en termes d'heures de sommeil. C'est un petit peu la loterie. Certaines personnes ont besoin de dormir plus, d'autres personnes ont besoin de dormir un petit peu moins. Donc nous n'avons pas tous les mêmes besoins en termes d'heures de sommeil, mais il est vrai que respecter son propre rythme circadien, sa propre chronobiologie, finalement la manière dont en fait c'est vraiment ça, c'est privilégier son propre rythme circadien, c'est peut-être ça le plus important. Alors on est dans une société qui ne le permet pas encore, mais en fait l'idéal serait d'aller dormir au moment où on se sent fatigué et se réveiller quand on se sent en forme, au final, de s'écouter soi-même. Oui, donc toi on ne privilégie pas spécialement la quantité sur la régularité, c'est-à-dire que on va pas demander à quelqu'un, on va pas recommander de dormir 2 heures ou 3 heures en plus par rapport au fait de dormir de manière régulière. Donc vaut mieux dormir tous les jours 8 heures que dormir 8 heures
pendant 4 jours et puis dormir 10 heures pendant les 2 jours qui suivent. Mais de nouveau, c'est un petit peu compliqué parce que ça va vraiment dépendre des besoins d'une personne. En tout cas, ce qu'on peut peut-être un peu plus affirmer, c'est qu'il faut en effet éviter de dormir moins de 6 heures, moins de 6 heures par nuit pendant 7 jours de suite. Ça, en effet, c'est pas très très bon. Il faut quand même essayer de rester dans un horaire plus ou moins régulier. Mais de nouveau, ça va un petit peu dépendre de son propre rythme circadien. Moi, quand des personnes viennent me voir en disant moi je dors 7 heures par nuit, est-ce que tu penses que c'est assez? Oui, à partir du moment où on se sent en forme, alors c'est assez et il faut s'écouter. Et quel est l'impact du manque de sommeil? Il y a d'abord la sensation quand même d'irritabilité qui est assez forte. Dans du plus long terme, on peut arriver à des formes de dépression. D'un point de vue vraiment purement physiologique, si on a un manque de sommeil vraiment sur du très long terme, on peut avoir des conséquences assez importantes. Des maladies cardiovasculaires, un risque de tumeur qui va être plus ou moins prononcé, des risques d'AVC qui vont être plus ou moins prononcés. Donc en ça, le sommeil, évidemment, est absolument vital. Et si on ne dort pas, est-ce qu'on peut en mourir? Alors, c'est une question intéressante dans le sens où le sommeil est vital. Et le manque de sommeil peut avoir toutes les conséquences que je t'exposais juste avant, donc c'est-à-dire des maladies cardiovasculaires, des problèmes en termes d'AVC quand même, des risques d'AVC qui vont être plus importants, des risques de tumeurs qui vont être plus importants. Mais il n'est pas possible de ne pas dormir. En fait, on va d'office avoir des micro-siestes. Même dans les plus grandes tortures où on vous empêche absolument de dormir, tu vas d'office faire des micro-siestes. Tu ne peux pas ne pas dormir pendant X jours. Après, ça reste un manque de sommeil évident qui va avoir des conséquences tant psychologiques que physiologiques immenses, mais tu ne peux pas ne pas dormir complètement. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien et je vous souhaite une bonne écoute. Mais j'aimerais qu'on discute un petit peu plus du sujet de tes recherches. Donc, avant de donner cours de neuropsychologie, ce que tu fais aujourd'hui, tu as fait des recherches sur le sommeil et son impact sur la mémoire. Alors, tu te souviens, en début de podcast, je t'expliquais que dans le sommeil, on a différents stades. Donc, on avait les stades légers, puis un peu moins légers, puis on avait ce fameux stade profond, ce stade très lent. Et puis alors ensuite, on avait le sommeil paradoxal. Donc, ce sont les 4 stades qui vont venir remplir un cycle. Alors, en fait, la littérature scientifique montre que chacun de ces stades aurait quand même des fonctions assez spécifiques. Et notamment dans le sommeil lent profond. Le sommeil lent profond jouera un rôle important pour ce qu'on appelle la consolidation en mémoire. Donc en fait, quand tu apprends quelque chose, les auditeurs par exemple de ce podcast qui apprennent des nouvelles choses, si je devais regarder leur cerveau là tout de suite, je verrais une activité dans ce qu'on appelle l'hippocampe, qui est une structure très profonde dans la boîte crânienne, vraiment bien au centre, bien profondément, en dessous vraiment du cerveau, et qui s'active dans tout ce qui va être de la mémorisation, quand j'encode des nouvelles informations. Une fois que j'encode ces nouvelles informations, de nouveau les auditeurs de ce podcast, c'est parce qu'ils nous écoutent une fois que demain, ils peuvent, et c'est normal, répéter avec aisance l'entièreté du podcast. Pour cela, il faudrait que cette nouvelle information aille en mémoire à long terme. Donc, qui est une mémoire, par exemple, qu'on étudie pour les examens, pour les blocus, tout ça, c'est vraiment essayer de mettre ces informations en mémoire à long terme. Et on se rend compte que le sommeil profond joue un rôle pour venir soutenir ce passage d'une mémoire à court terme vers une mémoire à long terme. Donc ça, c'était les premières observations sur lesquelles on se basait. Et donc pour ce passage du court terme au long terme, le sommeil jouerait un rôle important. Particulièrement le sommeil profond. En fait, le sommeil profond, avec ses longues ondes, on pense, ce sont des hypothèses, ce sont des modèles, mais on pense que ces longues ondes, en fait, elles viendraient, si on peut vraiment le vulgariser comme ça, mais elles viendraient prendre l'information de ta mémoire à court terme et tac, 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 elles iraient la déplacer dans ta mémoire à long terme. Donc le sommeil est essentiel pour l'apprentissage, pour les nouveaux apprentissages. Moi, je dis toujours à mes étudiants, la veille de vos examens, vous devez dormir. Avant d'aller dormir, vous relisez votre synthèse, vous allez bien dormir, vous laissez votre sommeil faire son boulot et le lendemain matin, vous vous souviendrez bien plus de la matière que si vous passez en fait une nuit blanche à essayer de encore encoder des nouvelles informations. Donc le sommeil est essentiel pour les apprentissages, notamment le sommeil lent profond, et on se rend compte que les enfants en âge scolaire
ont significativement plus de sommeil lent profond que les adultes. Et donc, ils passent plus de temps dans leur nuit, dans le sommeil lent profond que les adultes. Donc, nous, notre hypothèse, c'était, mais finalement, est-ce que l'apprentissage chez les enfants, est-ce que le sommeil ne jouerait pas un rôle encore plus important chez les enfants que chez les adultes pour les apprentissages? Et donc, on a fait plusieurs études. On en a notamment publié une en 2020 où on est venu observer, en effet, après une nuit de sommeil, eh bien, les enfants, ce sont les seuls qui stabilisent leur apprentissage. Les enfants qui n'ont pas dormi, eux, il n'y a pas de stabilisation des apprentissages. Les adultes, qu'ils aient stabilisation, c'est passage du court terme au long terme. C'est plutôt... En fait, pour t'expliquer l'étude, pour être un petit peu plus clair, on a fait une étude où on demandait à des enfants et des adultes d'apprendre des fonctions magiques associées à des objets. Du style, avec cet objet, tu peux cuisiner ton plat préféré. Avec cet objet, tu peux dessiner avec les doigts. Et donc, il y avait à chaque fois des définitions magiques associées à des objets magiques. Les enfants et les adultes devaient les apprendre. Il y avait ensuite un rappel de cet apprentissage, juste après l'apprentissage, et puis on laissait écouler une période de 11 heures pour un deuxième rappel, pour voir en fait, mais de combien de définitions les enfants et les adultes se souvenaient encore. Les enfants et les adultes étaient dans deux groupes, soit le groupe veille, et donc ils apprenaient le matin et ils rappelaient le soir, soit dans le groupe sommeil, ils apprenaient le soir et ils rappelaient le lendemain matin, après avoir passé une nuit qu'on contrôlait, une nuit saine, dans laquelle ils avaient respecté leur cycle de sommeil. En fait, on s'est rendu compte que les enfants, dans le groupe sommeil, étaient les seuls où le niveau de rappel après avoir dormi était quasiment aussi bon que juste après avoir appris la nouvelle information. Les enfants qui n'avaient pas dormi dans le groupe veille, il y avait un déclin. Ils se souvenaient de moins d'informations après 11 heures que juste après l'apprentissage. Et on se rend compte chez les adultes, peu importe qu'ils étaient dans le groupe veille ou dans le groupe sommeil, il allait y avoir un déclin. Donc en fait, seuls les enfants qui avaient bénéficié d'une période de sommeil avaient des apprentissages qui étaient consolidés. Les apprentissages étaient allés en mémoire à long terme. Ok. Et chez les adultes, pas? Alors, chez les adultes pas, mais là, on a d'autres hypothèses explicatives. C'est parce que on pense, chez les adultes, comme c'est... Normalement, chez les adultes, c'est censé être le cas aussi. Mais ici, comme c'était un apprentissage où on devait apprendre des fonctions magiques associées à des objets qui n'avaient jamais été vus, en fait, l'adulte, il n'a pas pu se baser sur ses connaissances préalables. Ce qui explique souvent pourquoi les adultes ont des meilleures mémoires que les enfants, c'est parce qu'ils se basent sur leurs connaissances préalables. L'enfant est plus habitué à apprendre des choses totalement nouvelles, sans pouvoir se baser sur ce qu'il connaît déjà. Et donc, on estime que ça a potentiellement biaisé le fait que chez les adultes, le sommeil n'avait peut-être pas eu tellement d'impact. Oui, parce que l'exercice que tu faisais passer, j'y ai participé aussi. Oui, est-ce que tu te souviens encore de toutes ces fonctions? Je me souviens du Dacolu. Ah oui, ça c'est encore autre... ça c'est encore une autre étude. Tu as participé à tellement d'études. Mais oui, donc c'était des objets, des noms, des dessins que tu avais dessinés toi-même, qui ne faisaient sens à rien de ce qu'on connaît. On ne pouvait pas se rattacher à la moindre connaissance préexistante. Oui, mais là tu évoques l'étude dans mon mémoire, où c'était justement l'apprentissage des nouveaux mots à travers les contes. Et donc on lisait, tu t'en souviens, tu entendais une histoire de conte avec des nouveaux mots, et après on essayait de voir dans quelle mesure tu te souvenais ou pas de ces mots-là, et le lendemain, après avoir dormi, dans quelle mesure tu te souvenais ou pas de ces mots-là. Et là par contre, on a observé que c'était meilleur après le sommeil, tant chez les enfants que chez les adultes. Donc le sommeil joue un rôle tant chez les enfants que chez les adultes pour la consolidation des apprentissages. C'est vraiment quelque chose que l'on observe dans plusieurs études. Et nous, chez nous, on est une des premières études à vraiment avoir observé que ce rôle du sommeil est encore plus important pour les enfants que pour les adultes. Parce que les enfants, c'est notre hypothèse, passent plus de temps en sommeil à ondes lentes que les adultes. D'où l'importance de bien dormir pour les enfants, pour qu'ils puissent consolider leurs apprentissages. D'où l'importance de dormir profondément aussi, de ne pas s'endormir devant la télé par exemple. C'est typique, quand on regarde un film, on s'endort, 2 heures plus tard on se réveille, on va au lit, et en fait notre sommeil profond il a été altéré par les bruits qu'on entend de la télé, par le fait qu'on va vous réveiller en plein milieu d'un cycle pour aller dormir. Tout ça, ça va venir altérer le sommeil à longue lente. Ça, donc, c'est pour ça qu'on dit que généralement c'était un petit peu ma prochaine question, c'est de voir un peu mais quelles sont les conséquences en fait du coup d'un trouble du sommeil sur la capacité d'apprentissage et la mémoire. Qu'est-ce qu'on connaît là-dessus?
Alors, de nouveau, on ne connaît pas grand-chose. Nous, on avait réalisé une étude avec les enfants épileptiques et on avait, donc, dans l'épilepsie, chez les enfants qui présentent des épilepsies, il y a différents types d'épilepsie. Et un des types d'épilepsie, ce sont des épilepsies qui se déclarent pendant le sommeil. En fait, c'est assez perturbant parce que ce n'est pas du tout visible à l'œil nu. On a l'impression que l'enfant dort comme un ange, alors qu'en fait, il est en train de faire une crise d'épilepsie. Comment on remarque ces épilepsies d'un point de vue comportemental ? En fait, on va observer chez ces enfants une régression des apprentissages. Donc, en un coup, le petit qui avait appris quelque chose, en fait, il est en train de régresser de plus en plus. Et c'est comme ça qu'on pose le diagnostic de ce genre d'épilepsie. Et donc, nous, on a par exemple observé, en effet, que chez ces enfants qui présentaient ces épilepsies, eh bien, après une nuit de sommeil, ils avaient une aussi mauvaise, entre guillemets, consolidation de leurs apprentissages que les enfants qui n'avaient pas dormi. Donc, comme si, à cause de leurs troubles, qui arrivaient pendant le sommeil... ce passage, justement, de ces ondes lentes, calmes, du sommeil profond. En tout cas, ces ondes sembleraient être altérées et ça expliquerait pourquoi le sommeil, en fait, a peut-être moins d'effet sur les apprentissages. Par exemple, chez les personnes âgées, on va remarquer que le sommeil, c'est la première plainte. En neuropsychologie, la première plainte chez les personnes âgées, c'est des problèmes de sommeil. Parce qu'on observe que le sommeil est de plus en plus biphasique. Donc, les personnes âgées, généralement, vont se lever beaucoup plus tôt, vont faire une sieste par la suite. Et il y a pas mal d'études qui mettent en lien ces problèmes de sommeil avec le déclin mnésique normal observé chez la personne âgée. Les personnes âgées, elles perdent la mémoire et c'est normal. Et après, dans des cas de troubles où ça va être plus poussé, mais toute personne âgée va perdre un petit peu de ses capacités mnésiques. Et il y a des auteurs qui mettent ça en lien avec le fait que en fait, le sommeil est de plus en plus altéré. Donc, il y a de plus en plus d'hypothèses qui mettent en avant, qui pensent, enfin en tout cas plutôt des chercheurs qui pensent que plusieurs troubles du sommeil pourraient altérer plusieurs fonctionnements cognitifs. Maintenant, de manière vraiment spécifique, moi je ne pourrais pas vraiment t'en dire plus. Nous, en tout cas, en étudiant l'épilepsie, un type d'épilepsie qui altère le sommeil, on a en effet vraiment observé qu'avec ce sommeil altéré par ces crises d'épilepsie qui se produisaient la nuit, on remarque quand même des capacités en mémoire qui sont également altérées. Donc c'est pas un trouble du sommeil en tant que tel, mais ça engendre des troubles du sommeil. Oui, en tout cas, ça engendre peut-être pas des troubles du sommeil à proprement parler, mais ça engendre un sommeil de moins grande qualité. Faire des crises d'épilepsie pendant des moments de sommeil, eh bien, c'est ce qui fait que le sommeil est altéré en soi. Qu'est-ce que tu recommandes justement pour des parents peut-être qui observent ça en un coup, un déclin des capacités d'apprentissage de l'enfant et qui ne savent pas trop comment les mettre en lien? J'imagine qu'en tant que neuropsychologue, c'est quelque chose que tu observes, des parents qui viennent avec ce genre de plainte. Oui, et surtout dans le cas de l'épilepsie, c'est même plus que juste des capacités d'apprentissage altérées, c'est vraiment une régression de ce qui a déjà été appris, qui est en train de se reperdre. On est vraiment dans une régression d'apprentissage. Alors, généralement, quand les parents sont inquiets, ils vont quand même généralement voir un médecin qui va être capable de les rediriger. Par exemple, dans des cas de troubles d'apprentissage ou des suspicions de certains troubles, on va les envoyer chez des neuropsychologues qui vont faire passer des batteries, des bilans, plusieurs bilans, pour venir définir, ok, est-ce que le fonctionnement de cet enfant est plus ou moins normal par rapport aux autres enfants de son âge. Et donc, ils vont ensuite écrire tout un petit bilan qu'ils vont renvoyer aux parents. Et les parents retourneront chez le médecin avec leur bilan neuropsychologique. Et là, on pourra poser un diagnostic et proposer des prises en charge spécifiques. Donc, moi, c'est la première chose. Si les parents sont inquiets par rapport à leur enfant, je dirais peut-être la première chose à faire, c'est peut-être en parler avec la professeure, voir si c'est en effet un comportement qui se manifeste à l'école, à la maison. On est sur plusieurs lieux. Et si c'est le cas, eh bien, il faut aller se tourner vers un médecin qui pourra... Je conseille toujours d'abord d'aller voir un médecin. Parce que si le médecin préconise d'aller faire des bilans neuropsy, je crois que la mutuelle intervient. Je sais qu'alors c'est vraiment pris en charge de manière multidisciplinaire et c'est d'autant plus intéressant. Ok. Voilà, petite parenthèse, mais je trouve ça quand même intéressant d'en parler. Et du coup, je pense que c'est un peu le bon moment pour parler des troubles du sommeil, mais surtout des stratégies pour bien dormir. Parce qu'il y a les troubles du sommeil peut-être pathologiques. Après, il y a aussi une qualité de sommeil moindre, qui n'est pas spécialement liée à une maladie ou autre. Comment est-ce qu'on fait pour
pour bien dormir. Non. Je vais décomposer peut-être. Des gens qui ont des difficultés à s'endormir. Je pense que c'est quelque chose qu'on observe beaucoup. Et moi, c'est des questions que j'ai déjà eues. Des personnes qui me disent que je me couche à 21h ou à 23h, j'ai la même difficulté à m'endormir. Qu'est-ce qui peut expliquer cela? Normalement, on est supposé être plus fatigué à un moment. Alors, c'est très compliqué de répondre à cette question parce qu'en fait, ça dépend tellement d'autres facteurs. Si on est dans un moment angoissé, par exemple, très anxieux, et on va au lit en étant très anxieux, en n'arrêtant pas de réfléchir, et bien c'est clair qu'on va difficilement trouver le sommeil. En fait, ça va dépendre des habitudes qui ont été mises en place pour le sommeil. Du coup, pour peut-être un petit peu rebondir, pour essayer d'avoir un bon sommeil, la première chose qu'il faut faire, il n'y a pas de secret, c'est éviter les écrans. Déjà, éviter les écrans la journée. Porter par exemple des lunettes anti-lumière bleue. Et le soir, vraiment éviter les écrans. Pourquoi ? Parce que les écrans renvoient la lumière bleue qui va en fait empêcher une bonne production de mélatonine, qui est une hormone qui va soutenir un bon sommeil. Et donc le problème, c'est que ça ralentit le moment où on se sent fatigué. Si on regarde des écrans, ça ralentit le moment de somnolence. Donc ça, c'est déjà la première chose. La deuxième chose que moi je conseille évidemment de faire, c'est d'être dans un endroit, vraiment la chambre ne doit être destinée qu'au dodo. Si on se sent anxieux, si on se sent nerveux en étant au lit, on tourne sur soi-même. Moi, je vous conseille de faire une activité cognitive qui soit demandeuse, un minimum, c'est-à-dire lire. La lecture, c'est vraiment l'idéal. Et idéalement, ne pas lire dans son lit. Pourquoi ? Pour éviter en fait que le lit devienne un endroit anxiogène. Et en fait, on se prépare au fait qu'on dormira mal. On sort du lit, on va dans le canapé et on vient un petit peu lire. Éviter peut-être un roman beaucoup trop passionnant, peut-être quelque chose, un chouette petit bouquin, mais qui ne vous prenne pas trop émotionnellement. Et normalement, là, on va de nouveau se mettre dans une position d'endormissement, on se calme, on s'apaise. Je sais que la méditation joue aussi un rôle très important dans les facultés d'endormissement. Éviter le sport le soir après 18h aussi, plutôt le faire dans le courant de la journée, le matin. Éviter tous les psychostimulants, le café, le thé, le tabac, l'alcool. Le café, on en prend rarement à 19h, mais l'alcool, par exemple, ça va altérer le sommeil. Le tabac, ça va altérer le sommeil. Et alors, s'endormir, c'est une chose, mais il y a aussi beaucoup de gens qui se réveillent la nuit. Déjà, est-ce que c'est grave de se réveiller une fois la nuit ? Alors, les réveils nocturnes, c'est désagréable, mais c'est très courant. Je lisais une étude qui disait que plus de 70% des adultes français déclarent se réveiller au moins une fois par nuit. Beaucoup, je trouve, c'est énorme. Mais tu disais, on se réveille entre chaque phase. Oui, mais déclarent se réveiller de manière consciente. Oui, c'est ça. Donc en fait, on se réveille d'office, après il y a les réveils où tu te rends compte en fait que tu es réveillé. Oui, alors on se réveille pas d'office entre chaque cycle, ça peut arriver, mais souvent ça arrive de manière inconsciente. Voilà, ça peut arriver à tout le monde en plein milieu de la nuit d'un peu se réveiller mais de même pas s'en souvenir. Les réveils conscients, les vrais réveils nocturnes, ça fait comme je te disais, il y a 70% des adultes français à qui ça arrive au moins une fois par nuit. C'est énorme, c'est vraiment gigantesque. Alors c'est très désagréable, mais en fait ce n'est pas grave. C'est grave à partir du moment où c'est vraiment récurrent et où ça empêche vraiment un sommeil de qualité et où l'endormissement est quasiment impossible. Là, par contre, il faut commencer à se demander si ce n'est pas peut-être expliqué par des troubles du sommeil, auquel cas il faut aller dans des cliniques de sommeil, voir ce qu'il en est. Est-ce qu'on est face à quelqu'un qui fait de l'apnée du sommeil ? Si c'est le cas, il faut bien le prendre en charge. Peut-être voir si c'est pas lié à d'autres types de troubles. Si c'est lié à l'anxiété, eh bien peut-être faire une thérapie, faire du yoga, la méditation. C'est quand même quelque chose à prendre en charge parce que comme on le disait, si le sommeil n'est pas de qualité, ça peut avoir des impacts assez importants pour plus tard. Ouais, parce que moi, par exemple, ça peut m'angoisser de me réveiller la nuit, de peur d'être fatigué le lendemain, de dire je me suis réveillé, mon sommeil n'est plus de bonne qualité, et alors tu angoisses, et alors ce qui était de base un simple petit réveil anodin devient en fait une interruption de sommeil. Donc du coup, c'est rassurant de savoir que c'est normal, que ça arrive à tout le monde et que ça n'altère pas spécialement la qualité de ton sommeil de se réveiller une fois ou deux la nuit. Non. Mais il faut essayer de se rendormir. Et donc l'anxiété, par exemple, elle empêche l'endormissement.
Si tu te réveilles en pleine nuit et que tu décides d'aller regarder ce qui se passe sur ton téléphone, a priori, l'endormissement, il va pas du tout être facilité. Donc là, reprendre les petits conseils que je donnais avant. Si on ne se rendort pas parce qu'on est anxieux, on sort du lit, on va sur le canapé, on lit un livre, pas trop passionnant, dans une lumière calme, et on retourne au lit quand on sent qu'on s'endort. Maintenant, pour avoir un bon sommeil, donc là c'est un peu les techniques pour éviter d'avoir un mauvais sommeil, j'avais lu quelque chose qui disait que s'endormir aux côtés d'une personne que l'on aime avait des bienfaits. Est-ce que c'est vrai ? Alors, c'est vrai en partie. Donc, c'est une question très romantique. C'est vrai en partie, dans le sens où être avec la personne que l'on aime, faire des câlins, être dans un moment un peu cocoon, sécure, eh bien, ça viendrait libérer de l'ocytocine, qui est quand même une hormone, on parle de l'hormone du bonheur, mais qui en fait joue un rôle très important dans l'endormissement et dans la qualité de sommeil. Donc, en ça, dormir avec la personne que l'on aime peut soutenir le sommeil. Après, si la personne que l'on aime ronfle, bouge pendant la nuit, tire la couette, alors là, moi, j'aurais tendance à préconiser le fait de dormir séparément. Il y a beaucoup de couples qui dorment dans 2 pieds séparés, parce qu'en effet, si l'être que l'on aime, et on a beau l'aimer plus que tout, devient un perturbateur de qualité de sommeil, bon, même si on s'aime très fort, ça ne fera pas le boulot, ce ne sera pas assez fort que pour vraiment avoir une nuit de bonne qualité. Et c'était une de mes questions rapides, maintenant tu peux peut-être un petit peu élaborer aussi. Est-ce que l'on dort mieux après un orgasme ? Alors ça, c'est un peu le grand mythe, c'est une question qui revient souvent, en tout cas moi c'est une question qu'on me pose de temps en temps. Il y a des études, donc des études sont sorties, en fait c'est assez marrant, il y a des études qui sont sorties sur est-ce que le sexe avant de dormir permettrait un meilleur endormissement. Et en fait, sont ressorties de ces études, chez les hommes oui, mais beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes, ce qui a une notion un petit peu d'injustice. De nouvelles études sont sorties, vraiment se concentrant sur l'orgasme en soi. Et là, en fait, on s'est rendu compte qu'il n'y a plus de différence de genre. C'est juste que les filles ont moins souvent un orgasme. Il semblerait. C'est la limite, en tout cas, de la première étude. En fait, après un orgasme, il va y avoir une libération de prolactine et d'ocytocine de nouveau, qui sont 2 hormones essentielles pour l'endormissement. Et qui vont vraiment, plus que l'endormissement, même pour la qualité de sommeil. Donc, avoir un orgasme, mais que ce soit à travers la masturbation, que ce soit à travers la relation sexuelle, eh bien, ça va venir libérer ces hormones et ça va venir favoriser l'endormissement. Alors, ça l'est encore plus quand c'est avec un partenaire, peut-être dans les études, en tout cas actuelles, peut-être parce que justement, cette notion d'intimité soutient encore plus la libération d'ocytocine. Comme je disais tout à l'heure, par exemple, le fait de s'endormir avec son conjoint ou avec quelqu'un. Donc, avoir un orgasme avec un partenaire, ça soutient énormément le sommeil. Juste faire l'amour et ne pas en sortir pleinement satisfait, eh bien là, ça ne semble pas jouer un rôle hyper important sur la qualité de sommeil. Du coup, je vais peut-être essayer de résumer tout ce qu'on a dit ici. Ça va pas être facile, on a fait plein de sujets. Donc on a parlé un petit peu de ton parcours, on a parlé de ce que c'était la neuropsychologie, essayer de comprendre les troubles d'un point de vue neurologique qui peuvent expliquer des comportements altérés, que c'était un peu une suite de l'étude de la psychologie. On a parlé du coup de ce que c'était que le sommeil, de ce qu'on pensait à l'époque être un état de veille total, qui en fait est plus que ça. Il se passe des choses au niveau cérébral et on voit qu'en fait on passe au travers de certaines phases, qu'on fait des cycles de 90 minutes au sein desquels il y a différentes phases qui sont marquées par la façon dont les ondes cérébrales sont différentes, qu'on soit dans des ondes plus rapides ou des ondes plus courtes, et qu'on a ensuite parlé du fait que donc c'était important aussi de respecter certains rythmes dans le sommeil. Donc il est important d'avoir assez d'heures de sommeil, mais qu'il est aussi surtout important de respecter un certain rythme du sommeil, que idéalement il faudrait qu'on se lève et qu'on s'endorme tous les jours de manière naturelle si c'était possible, mais bon, c'est parfois un peu compliqué. Que ne pas avoir un sommeil de bonne qualité avait beaucoup d'impact au niveau
de la santé mentale, notamment. En plus d'autres aspects, on a surtout parlé de la santé mentale. Mais qu'il est impossible normalement d'en mourir directement parce qu'on va s'endormir à un moment ou l'autre. Et que du coup, on a ensuite parlé de tes recherches. Donc tes recherches qui parlaient justement aussi de l'impact du manque de sommeil, mais plutôt de l'impact d'un bon sommeil ou de l'impact de la présence de sommeil sur l'optimisation des fonctions cognitives. Donc c'est-à-dire qu'on a observé chez les enfants qui avaient une meilleure consolidation de la mémoire, c'est-à-dire que la mémoire passait, l'information passait de la mémoire court terme à la mémoire long terme, c'est-à-dire qu'on était capable de répéter ce qu'on avait appris le lendemain, par exemple, et que ça, on l'observait notamment chez les enfants, avec des meilleurs résultats chez ceux qui ont dormi que ceux qui n'ont pas dormi. Donc, ce qui permet d'expliquer un petit peu que oui, dormir a un bon effet sur l'apprentissage. Ensuite, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de plein de choses. On a parlé du coup de l'importance d'avoir un bon sommeil, c'est-à-dire aussi les choses à faire avant d'aller dormir, donc essayer de ne pas faire d'activité physique trop tard, de ne pas prendre de stimulants trop tard, d'éviter les écrans avant d'aller dormir un maximum, d'avoir une activité cognitive comme la lecture, mais pas trop stimulante non plus. Oui, éviter les jeux vidéo, voilà, les trucs comme ça faut éviter. Mais donc pas d'écran, mais une activité cognitive si possible. Et qu'il était par contre tout à fait normal de se réveiller pendant la nuit, une fois ou deux, tant que c'est pas quelque chose de dérangeant. Ça arrive à tout le monde. Et voilà, je pense avoir plus ou moins résumé tout ce qu'on a dit. Merci en tout cas de l'invitation, c'était un plaisir d'être merci ici. À toi. Et de pouvoir discuter de tout ça, c'était très chouette. Et je crois qu'il y en a un ou trois qui, lui, est très bien reposé. Là. C'est voilà, bon. Lui, il a fait tous les stades de sommeil sur les dernières minutes. Excellent. Ouais, merci. Bonjour. En ce moment, vous pensez sûrement à une personne qui pourrait bénéficier du contenu de cet épisode. Si c'est le cas, je vous invite à le lui partager. Je vous remercie pour votre soutien